Le docteur Serge Tuech est le seul chirurgien au monde à avoir jamais publié une série de 167 transplantations hépatiques en auteur solitaire et unique. En comparaison, aucun CHU belge n'a atteint ces chiffres de 167 transplantations hépatiques adultes à la date où je vous parle. Par exemple, l'hôpital Erasme à Bruxelles affiche sur son site, ici comme on le voit sur cette capture d'écran, n'avoir fait que 200 transplantations adultes et enfants réunis à la date d'aujourd'hui. Cela veut dire qu'ils ont au maximum 150 transplantations hépatiques adultes. Et ils sont par ailleurs incapables de publier eux-mêmes cette série, de manière comme je l'ai fait. C'est à cause de ce génie très particulier du docteur Serge Tuech qu'il élève à la hauteur même de savant que le Ku Klux Klan, qui est une création d'Albert Pai Ashkenaz, qui est aussi le père de la franc-maçonnerie, représenté à l'Université libre de Bruxelles par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling, qui dirigent donc cette université, ont fait dès le début de la formation de chirurgien du docteur Serge Tuech des imprécations très particulières pour le tuer, pour l'assassiner, afin de priver l'humanité des apports très particuliers qu'un savant de ce niveau peut apporter à l'humanité sur tous les domaines. Ces imprécations pour assassiner le docteur Serge Tuech ont été renouvelées en août 1998 par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling à l'Institut Jules Bordet, où le docteur Serge Tuech se trouvait pour sa 4e année de spécialisation. Et cet événement extrêmement grave a été fait publiquement et est connu de tout le monde à l'Institut Bordet, en particulier du professeur Jean-Claude Pector, qui est le chef de service de chirurgie et responsable de la formation du docteur Serge Tuech à cette époque-là. Il apparaît sur la publication que nous voyons ici. Il est toujours vivant pour en témoigner. Pièce numéro 1. Nous voyons sur cette lettre, reçue de l'ordre des médecins du Hainaut, en haut à gauche, ordre des médecins du Hainaut, adressée au docteur Tuech, en haut à droite, monsieur le docteur Tuech, daté du 15 juillet 2020, je lis: Honoré confrère, le bureau a pris connaissance de votre courriel en date du 7 juillet relatif au docteur Klasterski. Nous communiquons votre courrier au Conseil de Bruxelles et Brabant-Wallon, dont dépend le docteur Jean Klasterski. Veuillez agréer, honoré confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments confraternels. Pour le bureau, le secrétaire qui signe, c'est le docteur P. Pendezil, qui a signé en bas à gauche. Et en bas à droite, le président faisant fonction, docteur Jean-Marc Bourgeois, J.M. Bourgeois. Et donc, c'est l'ordre des médecins du Hainaut, c'est-à-dire Mons, en Belgique. Pièce numéro 2 que nous allons lire, celle-ci. C'est la lettre que le docteur Tuech envoie pour faire appel devant l'ordre des médecins. Elle date du 28 juillet 2001. Donc, c'est écrit première ligne Bordeaux, à gauche, en haut. 28 juillet 2001, en haut à droite. Au magistrat président du conseil d'appel de l'ordre des médecins. Il s'appelle Michel Ligaud. C'est un juge de la cour d'appel de Liège qui préside le conseil des médecins à l'ordre des médecins, le conseil d'appel. Le titre, c'est au magistrat président du conseil d'appel de l'ordre des médecins, plainte contre Jean Klasterski et Caroline Depute. La lettre que nous lisons ici, il y a 2 points. Premier point, tentative d'assassinat du docteur Serge Tuech par séquestration empoisonnement au CHU Saint-Pierre et à la clinique Fonroy du 10 au 21 septembre 2020. Deuxième point, vol et destruction du diplôme de médecin du docteur Serge Tuech au CHU Saint-Pierre. La dernière ligne, c'est signé docteur Serge Tuech et ma signature, c'est tout. Donc c'est un rappel d'une plainte, de la plainte c'est des plaintes qui ont été renouvelées à plusieurs reprises et ici, les appels ont été faits et ça n'a jamais été jugé ni en première instance ni en appel
ni au niveau du Conseil national, ni en cassation, hein, parce que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont le pouvoir pour casser des décisions que l'Ordre des médecins aurait pu rendre. Mais aucune décision n'a jamais été rendue à la date d'aujourd'hui, surtout ce que nous avons raconté jusqu'à présent. L'actuelle série de vidéos que nous allons faire très patiemment pendant plusieurs semaines et plusieurs mois vise à convaincre l'humanité que l'Université libre de Bruxelles n'est pas une université, que c'est une fausse université et qu'elle est donc dirigée par une unité de Ku Klux Klan et que pour cette seule raison elle cesse d'être une université, parce que l'université ne peut pas, la franc-maçonnerie même ignore que le Ku Klux Klan est une œuvre de la franc-maçonnerie, et elle devient fausse et inutile pour cette seule raison, la franc-maçonnerie, et a fortiori l'université aussi. Troisième pièce que nous allons lire, c'est celle-ci, c'est l'Ordre des médecins. C'est une lettre que je reçois de M. Benoît de Gemep le 24 mars 2021 du Conseil national. Donc tout en haut au milieu, on voit Ordre des médecins, Conseil national. En haut à droite, on voit Bruxelles, 24 mars 2021. Juste en dessous, on voit Monsieur le Docteur Serge Tuech. Et puis la lettre se lit: Monsieur le Docteur, le bureau du Conseil national a bien reçu votre dernière lettre datée du 16 mars 2021. Votre courrier relatif au docteur Caroline Deput et Jean Klasterski a été transmis pour disposition au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. Signé tout en bas, Benoît de Gemep, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Conseil national. Les Français ne voient peut-être pas qui c'est, mais Benoît de Gemep, c'est le plus grand juge que la Belgique ait jamais connu. C'est lui qui était le procureur de la République, qu'on appelle en Belgique procureur du roi, dans l'affaire Julie et Mélissa, il y a une trentaine d'années, qu'on appelle l'affaire Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a attrapé Marc Dutroux, qui est un terrible criminel pédophile belge. Et c'est grâce à lui qu'on a jugé Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a condamné Marc Dutroux. Et c'est encore grâce à lui que Marc Dutroux est toujours en prison aujourd'hui. En France, il n'y a plus de juges aujourd'hui, hein. Les juges sont faux. Comme par exemple François Molens, qui est le procureur général à la Cour de cassation, et les autres juges français. C'est tous des faux juges. Nous allons parler de ça aussi dans cette vidéo. Nous allons prendre au courant de ces vidéos plusieurs exemples concrets. Premier exemple, le docteur Jean-Pierre Elanga a été assassiné par le Ku Klux Klan. Il avait lui aussi reçu des imprécations et des menaces de mort de ce genre-là. On appelle ça en France le suicide policier. Ça veut dire qu'un policier t'assassine et on maquille ça comme un suicide. C'est-à-dire les autres policiers viennent et disent que c'est un suicide. Voilà. En France, il y a eu ça. Il y a un cas très célèbre, Pierre Bérégovoy, mais c'est pas suicidé. Il a été assassiné par son garde du corps et son chauffeur. J'ai fait au début de ce mois de septembre plusieurs vidéos pour expliquer ça. Voilà. Donc c'est le premier assassinat. Moi-même, le docteur Serge Tuech qui vous parle, si je n'avais pas été protégé et aidé par mes amis à Bruxelles, le docteur David Lipski, et à Marseille par mon ami professeur David Taeb, PhD, je serais mort depuis longtemps. Donc ces deux amis très chers, et quelques autres d'ailleurs encore aussi. Hein. Nous citerons régulièrement deux exemples, sauf quand on a besoin d'en citer plus. Ils m'ont protégé, sinon je serais mort. J'ai amené parler dans mes vidéos de la semaine dernière, en détail. Nous y reviendrons un peu plus loin. Dans cette affaire, le docteur Serge Tuech a saisi le député belge, député fédéral, Benoît Pied-de-Bœuf. J'ai aussi saisi le député français Olivier Serval. Donc, ça s'appelle la Chambre des représentants en Belgique et ça s'appelle l'Assemblée nationale en France, pour qu'ils interrogent l'ordre des médecins sur les faits dans leur composante discriminatoire, puisque quand on parle de Ku Klux Klan, on parle de discrimination. Et que c'est un acte très barbare, beaucoup plus barbare que les actes barbares que nous voyons dans les pays musulmans. Chez les musulmans, quand on coupe la main de quelqu'un, quand on lui coupe le pied, c'est parce qu'on lui reproche, de manière, on l'a jugé, pour avoir volé un œuf. C'est un acte barbare.
Mais ici, le Ku Klux Klan assassine les gens dans sa franc-maçonnerie en utilisant des faux députés tellement crétins, mais pour des actes que les gens n'ont pas fait. Ce député belge aurait dû donc déjà, que j'ai saisi le 19 mars, interroger l'ordre des médecins. Je l'ai appelé à plusieurs reprises depuis, et je n'ai toujours pas de nouvelles, pas plus que je n'en ai de Olivier Serval en France. Le début de cette vidéo paraît un peu lent et nonchalant, mais nous avons beaucoup de précisions à apporter, parce que la franc-maçonnerie qui est dans notre adversaire ici s'appelle moqueur des derniers jours, et c'est eux qu'on appelle dans la Bible moqueurs des derniers jours, c'est-à-dire c'est des lions, des dragons qui sont déguisés en agneaux. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, qui font semblant d'être là pour défendre la liberté de la femme, l'égalité de la femme. Bon, en France, il y a 100 avocats à la Cour de cassation. Mon affaire s'y trouve inscrite. J'ai saisi la Cour de cassation française. Il y a 100 avocats qu'on appelle avocats au conseil et à la Cour de cassation. C'est comme des notaires. Il n'y a pas un seul noir parmi. Bon. Il y a 100 chirurgiens en transplantation à l'époque où je faisais ma formation, voilà, parmi lesquels il y a le fils de Baladieu. C'est comme des notaires aussi, il n'y a pas un seul noir parmi. J'étais le seul noir et j'ai été expulsé par voie de fait. C'est ça la franc-maçonnerie. Et ça fait 20 ans que j'essaye de dire que non, voilà. Et personne n'a jugé l'affaire. L'affaire n'a été jugée nulle part en 20 ans. Bon, c'est même plus grave, j'ai exercé en Martinique en 2005 comme médecin urgentiste et smuriste et, à l'hôpital du Lamentin en 2005. Il n'y a pas un seul chirurgien dans cet hôpital, un chirurgien noir en Martinique au Lamentin. C'est même plus grave encore ailleurs, en Guyane, là où il y a Christiane Taubira. J'étais à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est quelque part là-bas en Guyane, française donc, et tu n'as pas un seul même médecin généraliste à l'hôpital de Saint-Laurent-de-Maroni. C'est tous des médecins qui viennent comme ça de quelque part. Tu n'as pas un seul médecin guyanais noir à Saint-Laurent-du-Maroni. J'y étais en 2003 et en 2009, donc ce que je dis c'est très très clair. J'ai pas vu là-bas même un seul médecin généraliste comme ça, noir à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Et ça, c'est la France. Et la République, c'est une république de la franc-maçonnerie, donc c'est des démons. Parce qu'ils parlent toujours de liberté, égalité, fraternité. Quand c'est comme ça, tu dois imposer un avocat noir à la Cour de cassation. Même de force, tu prends un crétin, à supposer que les noirs sont bêtes, tu prends même un bête noir, tu mets, comme ça commence. C'est comme ça que les Mitterrand faisaient auparavant. Il y avait un gros ministre noir qu'on appelait Kofi Niam. Et puis, les chefs d'État ont fait comme ça pendant quelques années. Aujourd'hui, ils ne feront même plus ça. Bon, c'est encore plus grave. Donc, j'étais à Saint-Benoît, en l'île de la Réunion. Là-bas non plus, tu ne trouves pas un médecin, un chirurgien noir, ni même un médecin généraliste noir français à l'île de la Réunion, à Saint-Benoît, ni même à Saint-Denis. Je parle de généralistes. Tous les médecins noirs que tu vois, ils viennent de quelque part, de Cuba ou de Belgique, comme moi. J'étais noir belge. Voilà. Donc, c'est ça, les choses que nous sommes en train de traiter ici. Donc, nous allons préciser sur cette image que nous voyons, donc, en haut, à droite, encadré avec le cercle noir, et étiqueté numéro 1, on voit que mon article a été publié en juin 2003. C'est-à-dire il y a 17 ans. Et à cette époque-là, les CHU belges, tous les CHU belges qui font la transplantation hépatique, aucun n'avait même atteint 50 patients. Et moi, j'ai publié donc une série de 167 patients. En haut à droite, donc on voit juin 2003. Et la capture d'écran de l'hôpital Erasme montre qu'ils sont aujourd'hui à 200 transplantations adultes et enfants, c'est-à-dire à 150 transplantations adultes maximum. Et je répète, aucun des CHU belges n'a atteint ce chiffre-là aujourd'hui, c'est-à-dire 17 ans plus tard. Au milieu, numéro 2 encadré en jaune, on voit que donc, ça s'appelle diabète mellitus, c'est-à-dire diabète sucré chez le patient transplanté. C'est un article savant parce que les chirurgiens ne parlent pas de médecine, ni d'immunologie, ni des choses dont je parlais. C'est d'ailleurs par une œuvre du Ku Klux Klan que j'ai dû faire cette publication tout seul. Parce ils font des pétitions comme ça en secret. C'est quand l'année d'après, j'étais allé pour m'inscrire à l'ordre des médecins, que l'ordre des médecins m'a délivré une pétition signée par des équipes du Ku Klux Klan belge et des équipes du Ku Klux Klan local qui disaient que non, les médecins ne devaient pas participer à la publication.
Ce qui fait qu'aucun des 19 chirurgiens du service n'y a participé. Et les équipes qui collaborent avec nous, hein, comme les gastro-entérologues, les immunologues, etc., les intensivistes, un article comme ça, quand un service de ce niveau-là fait un article, c'est au moins 40 médecins qui y participent. Parce qu'après l'opération, les patients restent aux soins intensifs pendant plusieurs jours. Et les patients nous sont adressés par les gastro-entérologues parce qu'ils ont une cirrhose, des choses comme ça. Et il y a les immunologues qui participent, les radiologues qui font ce qu'on appelle la mise au point préopératoire et qui participent au suivi. Donc c'est 40 médecins qui auraient dû participer à cet article. Et c'est par une œuvre du Ku Klux Klan, c'est-à-dire pour tuer, c'est un assassinat. L'assassinat n'est pas forcément physique. Il y a plusieurs séquences. On peut assassiner professionnellement, ce qui est mon cas. Il n'est assassiné physiquement qu'après, hein, parce qu'une fois qu'on écrit dans les articles, comme ils ont écrit, que c'est un fou, il n'a pas de diplôme, à chaque moment, on envoie une équipe de la police t'assassiner, de tirer même physiquement, et on dit que ouais, forcené, c'était barricadé. Alors comme l'affaire n'a jamais été jugée ni en première instance, ni nulle part à l'ordre des médecins, procureur du roi, personne, procureur de la République, procureur général, personne, nulle part. Donc quand on dit dans les journaux qu'un forcené s'est barricadé, on tape ton nom, on trouve que oui, il était fou, oui, il n'avait pas de diplôme, et que donc la police lui a tiré dessus, donc c'est un vrai forcené, c'est un vrai fou. Alors ça fait 20 ans que tu es en train de dire non, j'ai même pas été radié de l'ordre des médecins. Et c'était un complot. Parce qu'un journaliste, les journalistes ne savent qu'ils peuvent téléphoner à l'ordre des médecins, ça lui prend 30 secondes pour savoir si tu as été radié, hein. Ils ont même accès aux banques de données judiciaires, des juridictions civiles et professionnelles. Un journaliste ne fait jamais une erreur pour raconter que tu as été radié, comme nous le voyons sur cet article ici. C'est donc un complot par définition. C'est des unités intégrées de complot. Donc le journaliste raconte un mensonge par lequel tu es assassiné socialement et professionnellement. Parce que pour radier un médecin, ça veut dire que tu es un mari du trou. Hein. Parce que tu couches avec une patiente, si tu tabasses même un patient, ou le mari ou la femme d'un patient, on ne te radie pas. Hein. On peut te suspendre, si c'est très très grave, on peut te suspendre de 3 mois ou 6 mois. Si tu vas en boîte, tu te bagarres, on ne te fait rien. Donc on dit que tu as été radié et que tu n'as pas de diplôme comme ils l'ont écrit dans les journaux, et que ça fait 10 ans que j'essaie de te faire juger ça quelque part, il n'y a aucun jugement. Hein. Que tu n'as pas de diplôme. Donc c'est un assassinat professionnel et social qui permet après que donc, la police peut t'assassiner la nuit chez toi, hein, et dire que tu t'es suicidé. Et alors les mêmes journaux écrivent que oui, sa vie avait basculé, il s'est suicidé. On envoie une équipe, ils font ça régulièrement en France. Rue Delcrier dit, un forcené s'est barricadé et la police a tiré sur lui. Voilà. Et quand n'importe qui, n'importe où tape ton nom, il trouve que oui, tu étais effectivement fou et que tu n'avais pas tes diplômes et que donc la police t'a abattu parce que tu t'étais barricadé. Genre, ça, je sais ce que ça voulait même dire, barricadé. Voilà, c'est là qu'on en est. Hein. Donc, précision, donc, mon article a été publié en juin 2003 en haut, encadré en noir, encerclé de noir, juin 2003. Et à cette époque, en juin 2003, aucun CHU belge n'avait même 50 transplantations hépatiques. Et au milieu, encadré, encerclé de jaune, numéro 2, on voit que ça s'appelle diabète mellitus, ça veut dire diabète sucré, c'est un sujet médical. Quand un chirurgien parle d'un sujet médical, ça veut dire que c'est déjà un petit savant. Sinon, un vrai savant. En bas, numéro 3 encadré en rouge, on voit donc numéro 3, on voit 167. 167, c'est donc le nombre de patients que j'ai publié. Il faut faire ces précisions-là parce que les francs-maçons, on les choisit parce que c'est des crétins puissants. Je le dis parce que je sais. J'étais rosicrucien et martiniste et j'en parlerai un peu plus loin. C'est des crétins puissants, on les choisit pour cette raison-là. Et c'est comme ça que l'humanité est détruite parce qu'ils sont incapables, même par eux-mêmes, de faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Hein. Voilà. Donc, aucun CHU belge n'a atteint 167 patients. Et quand vous demandez à un député de jouer son rôle de député, vous demandez à un juge de jouer son rôle de juge dans une affaire de ce niveau, vous voyez que c'est des cas entre les juges aussi. Donc, hein. Si l'affaire n'a pas été jugée parce que ce n'est pas des juges, c'est des gens qu'on prend parce que c'est des francs-maçons. Et on les prend pas pour leurs compétences, on les prend pour leur haine, parce que c'est des cancres très très puissants et qui ne sont pas même capables de juger même une petite affaire. C'est-à-dire de rendre même un jugement incompétent que tu peux même dire que oui, c'est pas un bon jugement. Ils n'ont jamais jugé l'affaire à aucun moment donné. Alors que j'ai simplifié l'affaire. J'ai dit non, j'ai pas été radié.
Donc, ça dit qu'il n'a même pas besoin de faire une enquête, il tape juste les bases de données de l'ordre des médecins et il juge, il dit oui, il n'a pas été radié, et puis c'est fini. Voilà, et ça n'a pas encore été fait. Très rapidement, pour terminer ce chapitre, nous reviendrons pour préciser les choses. Donc, je comprends bien qu'il y a des pièces en anglais, des pièces et que ça va vite, mais chaque pièce significative seront revues comme ça. Donc, pour terminer ce chapitre, voici la lettre de François Molins qui m'a écrit le 4 août, il y a donc 2 mois à peu près, et que j'ai reçu le 6 août. Donc, en haut, au milieu, on voit Cour de cassation. En haut, à gauche, on voit Parquet général. Et en haut, à droite, on voit Paris le 4 août 2001. Et juste en dessous, on voit Procureur général près la Cour de cassation. Donc, c'est François Molins. Et juste en dessous, on voit Docteur Serge Tuèche avec mon adresse. Et puis, il met les références et tout. Il dit, la référence, on dit objet, votre courrier du 28 juillet 2021. Voilà, ce sont les lettres qu'on a eues. Et puis la référence en dessous. Et la lettre elle-même, c'est Monsieur, j'accuse réception de votre courrier du 28 juillet 2021, adressé à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Je vous informe qu'il n'entre pas dans les attributions du procureur général près la Cour de cassation d'enregistrer des dépôts de plainte, de diligenter des enquêtes pénales, de requérir l'ouverture d'une information judiciaire, de demander à des magistrats du parquet sur lesquels il n'a pas autorité hiérarchique d'y procéder. Il va à la ligne, il dit « En conséquence, je vous précise que je transmets votre courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, compétent en la matière. » Et puis des formules de salutation signées tout à fait en bas à droite pour le procureur général, la secrétaire générale, avec tout en bas l'adresse quai de l'horloge, c'est l'adresse à Paris de la Cour de cassation. Donc, ce qui m'embête ici, voilà, je ne force pas les gens à faire quelque chose en dehors, mais dans une affaire comme celle-ci, en France, c'est pas la première fois qu'on enferme des gens dans les goulags. Il y a le professeur Giacomo qui a été enfermé en psychiatrie et qui estime que ce n'était pas justifié. Il y a le professeur Fourtenier plus récemment, et donc il y a moi. Donc c'est des gens qui ont tout à fait, qui pensent qu'ils ont tout à fait qui sont pas fous. Ils pensent comme ça, ces gens-là. Moi, je pense que je ne suis pas fou. Et quand il y a des affaires spéciales comme ça, il importe aux juges, n'importe lequel des juges, de créer une intelligence pour juger ce genre d'affaires. Quand on vous enferme en psychiatrie, c'est un terrible complot dans lequel la police est impliquée, des journalistes, des médecins de l'ordre des médecins, etc. Ça devient une très grosse affaire. Et pendant votre hospitalisation, tu demandes des expertises pour dire que non, regarde, je me porte très bien. Et donc, tu passes devant 30, 40 experts qui disent tous que non, tu es faux. Moi, par exemple, ils ont dit il souffre d'une zoonosie ou quelque chose comme ça. C'est un trouble de la mémoire. Et puis, j'ai demandé une contre-expertise pour dire que non, c'est faux. Ils ont ajouté, en plus de la zoonosie, ils ont dit que tu souffres de délire paranoïaque. Puis j'ai dit non, c'est faux parce que j'ai motivé que je vais demander une contre-expertise. Ils ont ajouté un troisième. Il y a une qui dit que tu souffres d'abolition des discernements. Donc, ça fait que tu as des trucs très fantaisistes, des juges fantaisistes. Tu passes devant 20 juges en première instance, qu'on appelle juge de liberté de la détention. Tu passes en appel devant une vingtaine de juges. Ce qui fait que, pour les raisons que tu comprends, l'affaire ne peut pas être jugée localement. Un procureur ne peut pas se prononcer sur une affaire où il y a 20 juges de son tribunal, du même tribunal comme ça, et même d'appel. En appel, un procureur général, il est en dessous du parquet des juges qui étaient en appel, qu'on appelle juges de référé de la liberté de la détention, qui sont en appel. Et tu es passé devant eux 10 fois ou 20 fois. Fourtenier, Giacomo, ils ont connu la même chose. Et un procureur local ne peut pas statuer en aucune façon sur une grosse affaire comme ça. Alors, parce qu'un procureur, c'est souvent un jeune juge, qui est relativement jeune, et que les gens qui sont en appel sont plus âgés que lui. Il ne peut pas dire quelque chose sur un magistrat du parquet général, c'est de la cour d'appel. Il ne peut rien dire. Donc l'affaire n'est pas jugeable ici en bas. Et même si c'est des affaires pour lesquelles il n'y a pas déjà une séquence, une intelligence judiciaire, c'est à la Cour de cassation de la créer. Chirurgien, tu as les gens qui arrivent là, reçu un coup de couteau, des choses inhabituelles, et ça doit de créer une technique opératoire. Il y a des maladies pour lesquelles tu dois créer quelque chose. Tu ne peux pas réfléchir comme ça bêtement.
Tu renvoies le procureur de la République ne peut pas dire un seul mot sur une affaire comme ça. Tu as 20 médecins qui ont trempé dedans, qui ont dit que non, 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 hein, parce que c'est la franc-maçonnerie, donc chaque fois il agit pour défendre un frère. Il n'est pas en train de rendre quelque chose d'intelligent, il est en train de défendre un frère qui a déjà fait un premier mensonge. Il n'est pas en train de casser un mensonge qu'un frère aux yeux chrétiens, aux francs-maçons a donné. Hein. Donc au total, tu te retrouves avec 20 experts, et un expert c'est un médecin qui est psychiatre, psychiatrie c'est bac plus 10, bac plus 12. Hein. Et donc un expert, c'est des gens qui font encore 1 an ou 2 ans pour devenir expert. Donc c'est de très très gros médecins, et quand tu as 3-4 experts, ça devient très 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 lourd. Parce que c'est toute la haute franc-maçonnerie, tu ne peux pas bouger ça comme ça, c'est un énorme complot. Donc je ne dis pas qu'il a le pouvoir de renverser un complot, mais tu ne peux pas raconter une histoire comme ça. Hein. Je répète, une appendicite, c'est une appendicite. Un chirurgien voit que c'est une appendicite. Mais quelqu'un qui a reçu un coup de couteau plus une balle ou des trucs compliqués avec des fractures, c'est à toi de créer comment tu vas aborder ça. Hein. De décider un petit peu ce que tu vas faire. Tu ne peux pas réfléchir simplement, tu ne peux pas parler comme si on est en train de parler d'une appendicite aiguë. Hein. Tu dis que oui, on a fait une radio et un scanner et on a opéré. Quand il y a un polytraumatisme, c'est toi qui dois définir les séquences. Et voilà. Parce que ce n'est plus simple. Alors là, il donne quelque chose de très simple, hein, de simpliste même. Et c'est vraiment en ce sens-là que c'est dommage. Hein. On n'est pas en train de chercher à faire l'injure. Hein. On n'est pas injurieux. Là, il faut parler d'une certaine façon parfois pour que les gens comprennent la gravité des choses. Mais ici, tu vois bien qu'il est en train de faire comme si un chirurgien parle d'une appendicite aiguë, alors qu'on est en face d'un polytraumatisme. C'est-à-dire quelqu'un, on lui a tiré 3 balles, il a sauté par la fenêtre, avec déjà 3 balles dans le corps, il s'est cassé en plus le col de fémur et la colonne vertébrale, en plus des 3 balles qu'on lui avait tirées et qu'il s'est défenestré pour fuir les autres balles qui allaient arriver. Ce qui fait que tu ne peux plus parler comme si c'est une chirurgie ordinaire. Donc je répète, tu as 10 magistrats hein, comme ça du tribunal de grande instance et 10 magistrats d'appel devant qui tu es passé pour dire que non, non, libérez-moi, je ne suis pas fou. Ils ont demandé chacun une expertise ou une contre-expertise. Tu as 20 experts qui sont trempés dedans et quand tu as saisi l'ordre des médecins pour faire condamner par l'ordre des médecins, soit les médecins hospitaliers qui te bourraient de médicaments alors que tu n'as rien, soit les médecins experts qui racontaient des histoires à dormir debout. Et ça fait que tu as donc localement, tu as l'ordre des médecins, le conseil d'appel et les avocats ont trempé dedans. Mes propres avocats, on les a enrôlés comme ça dans la franc-maçonnerie et ils ont été d'accord quand on écrit dans les journaux que j'ai été radié. Hein. Donc tes propres avocats ont participé à l'affaire. Donc ça donne chirurgicalement comme si quelqu'un se trouve au 10e étage et sa femme ou son grand-père, quelqu'un lui tire dessus un voleur, il tire dessus 3 balles et que, pour fuir la 4e balle, il saute des fenêtres et il se retrouve par terre avec une fracture de la colonne vertébrale, une fracture du crâne et une fracture du col de fémur. Et en plus les 4 balles qu'il avait déjà reçues. Donc, un chirurgien ne peut pas raconter une grossièreté comme ils m'ont raconté là. Un procureur ne peut pas statuer sur une affaire comme ça. Un procureur c'est quelqu'un qui n'a pas 40 ans. Parce que c'est après, quand François Molins, même, je crois qu'il est dans la quarantaine, hein, c'est un très bel homme en plus. Donc, il était d'abord qu'on appelle juge antiterroriste, et maintenant il a 50 ans quand il devient ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas le pouvoir, comme ça, à 40 ans, de parler sur des gens qui étaient au-dessus de lui, qui avaient 50 ans. Donc, procureur, c'est des gens qui ont 40 ans, et après tu deviens procureur général ou quelque chose, et tu ne peux pas bouleverser quelque chose. Tu peux prendre des décisions, type appendicectomie, mais tu ne peux pas maintenant bouleverser l'ordre local. C'est la préfète qui a organisé les tentatives d'assassinat concrètement. C'est elle qui organise aussi les trucs que j'ai appelés que quand forcené s'est barricadé. C'est le préfet qui organise ça. J'ai fourni quelques pièces, mais je commenterai les pièces les plus significatives. Je voulais juste clôturer ce chapitre-ci pour passer à autre chose. Donc j'avais saisi déjà le procureur de la République le 20 janvier, comme on le voit sur cette pièce-ci, le 22 janvier 2020. Et je n'ai saisi la Cour de cassation pour la première fois, après avoir saisi la Cour d'appel, la première présidente de la Cour d'appel, le 20 juillet 2020. Donc, le procureur avait déjà prouvé depuis le 22 janvier 2020, on le voit sur ce document, hein. J'ai signé en haut à droite, j'ai mis la date 22 janvier 2020, et au milieu en haut, on voit le cachet du procureur. Quand tu déposes, ils te mettent un cachet, tu déposes en 2 exemplaires, ils te donnent un exemplaire, ils te mettent un cachet que tu gardes pour toi. Donc, on voit que c'était le 22 janvier 2020. Ils n'ont jamais jugé.
Alors, je comprends bien qu'ils ne peuvent pas juger, c'est ça que j'explique ici. Mais toi, tu dois faire la procédure de cette façon-là. Tu ne peux pas saisir per primum un juge au-dessus. Tu dois saisir toute la hiérarchie de cette façon-là. Et une fois que ça arrive en haut, ceux qui doivent comprendre, c'est un peu ce que j'essaye de dire là. N'importe quel chirurgien d'un village, à Libourne, il n'y a pas beaucoup de gens. Quand tu fais ton footing, comme ça, tu es déjà en dehors du vignoble, alors que tu n'as même pas fini tes étirements. Il y a 15 000 habitants à Libourne. Mais un chirurgien là-bas, je faisais du SMUR là-bas, je travaillais à Libourne. Tu ramasses des gens, comme ça, des enfants parfois qui ont roulé en voiture le samedi, qui ont bu un peu et puis se sont cassés la tête, ou se casser quelque chose. Quand tu amènes le chirurgien, il réfléchit, il ne réfléchit pas comme si c'était une appendicite aiguë. Alors que là, il a réfléchi comme si c'était un divorce. Que dans un couple normal, ils ont divorcé. Alors que, je répète, ici, il y a 10 juges de première instance et 10 juges d'appel qui ont mouillé dedans. Donc, ils ont dit que oui, tu es fou. Tu as 10 médecins hospitaliers qui t'ont donné des médicaments terribles, qui risquent chacun de ces 10 médecins hospitaliers la radiation à vie. Chacun des 10 experts risque la radiation à vie. Bon, c'est pas une affaire qu'on peut juger localement. C'est un petit peu ça que j'essaie d'expliquer. J'espère que j'ai été clair. Mais une appendicite aiguë, on parle à n'importe qui, comprend ce qu'on est en train de faire. Mais les polytraumatisés, tu peux même pas expliquer aux gens jusqu'à ce qu'ils comprennent que la stratégie que tu as prise, puisque c'est des stratégies. Parfois même tu commences comme ça et puis la rate explose alors que tu croyais qu'elle va tenir. Et bon, tu es obligé d'arrêter là-bas et d'aller régler la rate qui a explosé au cours de l'opération. Ce qui fait que tu peux même pas. Voilà, c'est ça un polytraumatisé. C'est tout un art qui est différent. Donc quand tu arrives, je vois un procureur, François Moulins, qui était juge antiterroriste. Juge antiterroriste, c'est une terrible intelligence qu'il est supposé avoir. Et tu vois qu'il est en train de réfléchir là comme un chirurgien du village. Mais c'est terrible cela. Juge antiterroriste, on appelle ça juge Bruguère, et tu le voyais comme ça sur sa tête, il était impressionnant. Et quand il parlait à la télévision, ce genre-là. Et parfois, comme ça, avec les Anne Sinclair et les gens, et tu vois, tu étais impressionné. Mais là, tu vois comment il raconte une histoire terrible. Je répète, tu as 10 juges de première instance et un procureur, même s'il y avait que les 10 juges de première instance, il ne peut pas statuer. C'est une affaire que on comprend qu'il faut délocaliser l'affaire. Même l'ordre des médecins localement ne peut pas statuer sur une affaire comme ça. Et comme c'est des affaires nouvelles, les gens qu'on enferme en psychiatrie, on appelle ça l'ère de l'antéchrist, qu'on appelle la grande tribulation, abomination de la désolation. C'est nouveau. Et c'est à des juges de ce auteur-là, quelqu'un qui est supposé avoir été juge antiterroriste, tu dois avoir une terrible intelligence. C'est des gens qui écrivent des livres, tu vois même le titre du livre, tu es impressionné. Voilà. Un juge antiterroriste, il devient procureur, il raconte une connerie comme ça. Mais le préfet, le procureur ne peut pas juger le préfet. Donc même une affaire seule avec le préfet, le procureur ne peut pas juger. Je parle d'une affaire grave, je ne parle pas d'une affaire administrative. Si le procureur t'écrit 44 menaces de mort, comme j'ai dit, le procureur ne peut pas juger ça. Voilà. Le préfet seul. Le procureur ne peut pas juger. Alors moi j'ai fait des requêtes sur une page, si je reviens en technique pour écrire comme ça, pour qu'ils comprennent que voilà, j'ai reçu 44 menaces de mort du préfet. Que séquestration, empoisonnement, pendant 2 ans. Donc ça veut dire que tu as 20 médecins hospitaliers, 20 médecins experts. Un procureur ne peut pas juger ça. Une affaire comme ça ne se juge jamais localement. Et un juge antiterroriste comprend ça d'office. En conclusion, le docteur Serge Tuech est médecin belge, diplômé de l'Université libre de Bruxelles le 29 juin 1994, avec distinction 78%, et il a été sélectionné par l'Université libre de Bruxelles pour faire une spécialisation en chirurgie de l'année 1994 à l'année 2001. Cette année pendant laquelle j'ai payé un minerval de 270 000 francs belges. C'est la monnaie belge qui avait à l'époque, l'euro n'étant arrivé qu'en 2002. Alors, à l'issue de mes 7 années de formation, je n'ai pas pu recevoir mon diplôme de chirurgien comme tous les autres candidats spécialistes. Donc, tout le monde a reçu d'office son diplôme et moi je n'ai pas reçu. Et j'ai saisi le recteur de la faculté, le doyen de la faculté et les autres autorités de l'université par lettre recommandée, accusée de réception à plusieurs reprises. Et ils n'ont jamais répondu.
Et ils ont paralysé toutes les procédures en justice qui auraient pu permettre que je rentre dans mes droits pour les raisons que nous avons dites jusqu'à présent, en rapport avec le professeur Jean Gracewski Jonas Frolin, qui dirige donc une grosse unité de Ku Klux Klan extrêmement puissante qui a créé toute l'affaire que nous avons décrite jusqu'à présent. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi. Sur cette pièce, on le voit très bien. En haut, au milieu, Conseil supérieur de la magistrature. En haut à gauche, référence 2020-170-S. En haut à droite, Paris, le 3 août 2020. La lettre que je reçois donc du Conseil supérieur de la magistrature, écrite dans cette date. La lettre que je lis, monsieur, par lettre du 22 juillet 2020, vous avez saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte sur le fondement de l'article 50-3 de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 portant la loi organique relative au statut de la magistrature. Elle a été enregistrée sous le numéro, donc on va à la ligne et puis elle a été enregistrée sous le numéro 2020-170-S. On va à la ligne à nouveau, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Votre réclamation va faire l'objet d'un examen par la commission d'admission des requêtes de la formation compétente. Voilà les lignes, vous serez informé des suites données à votre requête. Voilà la ligne, je vous prie, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. Signé Pauline Jolivet, secrétaire générale adjointe. Et tout en bas à gauche, monsieur Serge Tuich, et avec mon adresse. Donc, nous sommes dans une démarche républicaine. Je reproche donc au fait que donc, en réalité, donc, j'ai saisi le tribunal de Bordeaux et la cour d'appel de Bordeaux et la première présidente de Bordeaux, mais chacune des 20 décisions rendues par le juge des libertés de la détention rendues en première instance, il y a chaque fois un magistrat du parquet qui représente le procureur, qui représente donc l'État. Donc, il y a un juge assis et le juge qui est debout vient du parquet. Et en appel, c'est la même chose. Il y a un magistrat du parquet général. Il y a un juge assis et un juge qui représente le ministère public, qu'on appelle avocat général. C'est pas un avocat, mais il vient pour représenter le procureur général. Donc il y a 20 juges et 20 juges qui viennent du parquet du procureur de la République, qui ont donc approuvé, qui ont dit d'une personne saine d'esprit et visiblement même parfaitement plus intelligente que cette personne est folle. C'est pour cette raison-là qu'ils ne pouvaient même pas juger l'affaire et qu'ils ne peuvent toujours pas la juger aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans les services, il y a des staffs tous les matins et le procureur de la République est responsable de toutes les décisions que les gens, ils sont ils sont substituables et indivisibles. Donc, les décisions rendues par chaque chose que une personne du ministère public dit, ils sont tous solidaires de ce qui a été dit. Et le procureur de la République est responsable de ça. C'est pour aussi cette raison, techniquement juridique, que François Molins a fait une erreur même plus grave que ce que j'ai pu décrire. Parce que donc il y a 20 magistrats venant du parquet du procureur de la République qui ont participé aux 20 décisions rendues en première instance dans cette affaire-ci. Et donc c'est même plus grave ce que j'ai dit sur François Molins, c'est plus grave. Ça veut dire que plus de la moitié, c'est-à-dire du tiers ou de la moitié des juges du parquet, du procureur, ont participé aux 20 décisions rendues en première instance, sous la responsabilité du procureur, qui ne peut pas se dédire, qui ne peut pas juger ces personnes-là. On ne se juge pas soi-même. Sur cette pièce, nous voyons que le journal de Morgan, qui est l'un des 3 plus gros quotidiens journaux belges, a parlé de l'affaire le 17 avril 2000. En haut, il y a 4 lignes. En haut, on voit dans le site de Morgan, c'est-à-dire www.demorgan.be. C'est le site de ce journal. Et le titre de l'article, c'est Un zwarte chirurgien. Zwart veut dire noir, chirurgien noir. Et puis la 3e ligne, c'est 17 avril 2000.
Serge Tuèche, je lis la ligne Serge Tuèche, brillant chirurgien, 1994. Et puis la quatrième ligne, diplôme. Je ne peux pas produire l'intégralité de l'article sans leur autorisation. Mais c'est des choses que nous ferons un peu plus tard. Je produirai aussi les audios que j'ai eus avec les députés ou avec leurs attachés parlementaires et des autres pièces de cette nature-là, afin que des contestations stupides n'aient pas lieu. Donc, et les pièces de procédure se trouvent au Conseil d'État, à la Cour de cassation en Belgique et en France, à l'Ordre des médecins en Belgique et en France, soit au Conseil départemental, soit au Conseil régional, soit au Conseil national. Et dans les autres endroits que vous pouvez imaginer, c'est chez le procureur et partout. C'est-à-dire des pièces, est-ce qu'il est inscrit à la faculté, est-ce qu'il a eu un diplôme, des choses comme ça. Tout ça se trouve au Conseil d'État et partout en France. Le Ku Klux Klan, qui est donc la franc-maçonnerie, est une religion, et c'est une religion de la haine. Et c'est l'ennemi de la République. Et c'est une haine éternelle et c'est une haine gratuite, exactement comme me l'expliquait mon ami David Taeb. À l'époque, il faisait son DEA pour son PhD à Marseille. Donc, il m'expliquait que c'est une haine éternelle. Il essayait de ne pas me faire peur, mais il voulait que je comprenne ça parfaitement. Et c'est une haine gratuite parce que sinon, lui qui est Ashkenaz ne serait jamais venu vers moi. Donc, si les imprécations de mort qu'on a faites contre moi et le complot, c'était parce que j'étais antisémite par exemple, il ne serait pas venu vers moi, puisqu'il est Ashkenaz. Il est venu et il m'a défendu au péril de sa vie. David Taeb PhD, voilà, qui est un brillant médecin, un savant. Il était déjà un savant à l'époque, il est encore aujourd'hui. Il m'a défendu au péril de sa vie. Et David Lipski, qui est aussi un savant belge, depuis 1994, m'a défendu aussi, parce que je suis innocent. Sinon, il ne se serait pas opposé à sa communauté, à sa famille, à sa synagogue pour me défendre. Si j'avais été, par exemple, on raconte des choses comme ça, antisémite. Ou si j'avais été coupable d'autres choses, il ne serait pas venu me défendre. Il m'a soutenu tout le temps. David Lipski n'a pas besoin de moi. Je suis quelqu'un de très réservé, de très timide, et j'étais quelqu'un de très insignifiant à l'époque, et je le suis toujours aujourd'hui. Donc, il n'a pas besoin de moi, il est de la plus grande famille. Le mois dernier, j'ai dit la plus grande famille ashkénaze de Bruxelles, mais je voulais dire la plus grande famille ashkénaze de Belgique. Et David Lipski lui-même, c'est un très bel homme, très très vaillant, et il n'a pas besoin de moi. Je suis quelqu'un de très discret, même de très timide. Voilà, donc... Alors, il est venu vers moi, il a toujours été à mes côtés, c'est même lui qui a payé mon procès au Conseil d'État en 2004.